Vous avez acheté un réflexe parce que ça fait de meilleures photos? Vous avez tort. Vous avez acheté un réflexe parce que vous voulez vous affranchir des limites techniques de votre petit compact et avoir plus de possibilités? Vous avez bien fait. Vous avez acheté un réflexe et vous shootez en JPEG? Vous n'exploitez pas la moitié des capacités de votre appareil. Au début, je voulais appeler ma vidéo « Pourquoi shooter en RAW ?» mais en fait, c'est pas un argumentaire. Shootez en RAW. Si vous voulez faire de belles images, et j'imagine que c'est le cas, sinon vous ne regarderiez pas des tutoriels sur YouTube, vous devez shooter en RAW. J'ai régulièrement des gens qui me demandent conseil sur les retouches de leurs photos, et quand je leur dis ça, tu pourrais le récupérer en RAW, une fois sur deux, ils me disent ah bah ouais mais non, la photo je l'ai prise en JPEG. Eh ben mon coco, alors c'est foutu. Mais en RAW, on aurait pu récupérer ça. Alors tout d'abord, débarrassons-nous du seul et unique argument en faveur du JPEG. Alors oui, le JPEG c'est plus petit, et on met plus de JPEG sur une carte mémoire qu'on y met de fichiers RAW. Mais un appareil photo réflexe, ça prend aussi plus de place dans un sac qu'un compact ou un bridge. Donc si vous avez réussi à vous faire cette taille supplémentaire, vous arriverez à vous faire la taille supplémentaire des fichiers RAW. Ah, et si vous trouvez qu'on manque de place quand on ne peut mettre que 200 photos sur une carte mémoire, rappelez-vous que sur celle-ci on pouvait en mettre que 24. Alors bien sûr, quand vous faites 500 photos de vacances, vous pouvez les faire en JPEG, parce qu'à ce moment-là, tout ce que vous voulez, ce sont des souvenirs. Mais à partir du moment où vous décidez de créer une image à but artistique, vous devez pouvoir en maîtriser chacun des aspects. Et là, le RAW devient indispensable. Bon, alors maintenant, nous allons passer en revue les différents aspects de ce qu'est un fichier RAW. Tiens, pendant qu'on y est, je vais remettre ma casquette de prof de français pendant quelques minutes et faire une petite mise au point. Alors, pour ceux qui auraient encore des doutes sur la prononciation, RAW est un mot anglais qui signifie brut. Et en anglais, ça se prononce RAW. Et sans l'accent anglish, ça donne RAW. Ça se prononce JPEG. En anglais, la lettre J se dit J. Vous pouvez donc aussi, si vous le souhaitez, dire JPEG. Les deux sont justes. Le JPEG est un format de fichier. Son extension se prononce JPG en français et JPEG en anglais. L'extension des fichiers RAW dépend du fabricant de l'appareil. En français, on prononce les acronymes. Des mots comme URSAF, Benelux, SIDA ou radar sont des acronymes, ce ne sont pas des mots, mais on les prononce comme des mots. Donc les fichiers Nikon portent l'extension NEF et se prononcent NEF. Et chez Canon, c'est CR2. Mais c'est pas un acronyme, alors n'allez pas me dire CR2. Voilà, cette petite mise au point faite. Le prochain qui me demande conseil sur un fichier RAW, je le marre. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Dans votre appareil photo, il y a un capteur, constitué de cellules photosensibles. Lors d'une prise de vue, les informations reçues par chacune de ces cellules sont codées dans un fichier, en fonction notamment de la luminosité et de la valeur de la couleur à laquelle chacune de ces cellules est sensible. Ces données sont codées sur 1024 valeurs. Ça, c'est votre fichier RAW. L'appareil va ensuite appliquer à ce premier fichier des paramètres que vous aurez choisis, comme par exemple une balance des blancs ou un preset d'image, comme noir et blanc par exemple. Puis il va réencoder ce fichier RAW avec ses presets dans un format non plus codé sur 1024 valeurs, mais 256, soit 4 fois moins. Mais c'est pas fini, pour gagner de la place, on prend les valeurs similaires, on en fait la moyenne, et on enregistre uniquement cette moyenne. Après toutes ces opérations, l'appareil enregistre ce fichier et supprime le fichier RAW. Ce nouveau fichier qui vient d'être enregistré, c'est votre image, et c'est du JPEG. Le JPEG est un format dit compressé avec perte d'informations, parce qu'à partir d'un JPEG, il n'est pas possible de récupérer toutes les informations originelles du fichier RAW. Tous les appareils, y compris les appareils photo de smartphone, fonctionnent sur ce principe. Mais seuls les appareils relativement haut de gamme, réflexes y compris, permettent non pas d'enregistrer du JPEG, mais le fichier originel sorti du capteur, c'est-à-dire le fichier RAW.
Donc maintenant que vous savez ce que c'est un fichier RAW, je vais vous expliquer pourquoi c'est si important de le garder et ce qu'on peut faire avec. Et une fois que je vous aurai montré ce qu'on peut faire avec, le fait qu'il faut shooter en RAW tombera sous le sens. En RAW, vous pouvez entre autres corriger l'exposition, la balance des blancs, le bruit du capteur, et surtout vous pouvez agir sur chacun de ces paramètres indépendamment. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Bon, commençons par l'exposition. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un fichier RAW, vous avez 4 fois plus de valeur de luminosité que dans un fichier JPEG. Vous avez donc la possibilité d'extraire du fichier RAW des informations pas forcément visibles au premier coup d'œil, mais qui ont été perdues dans le JPEG. Exemple. Alors voici une photo telle qu'elle sort de l'appareil. Vous voyez comme le ciel est cramé? Si je suis en JPEG, les seules informations dont je dispose sont à peu près celles que je vois. Si je tente de baisser la valeur des hautes lumières pour récupérer des détails, je vais avoir ça. Avant, après, après. Mais dans le fichier RAW, des tas d'informations sont encore inclus dans la photo. Et si je baisse les hautes lumières, je vais avoir ceci. Avant, après, après. Pour la balance des blancs, sachez que vous pouvez la corriger en JPEG. Certains prétendront le contraire, mais je vous invite à aller voir la vidéo de Blaise Fiedler qui démontre qu'on peut parfaitement bien corriger la balance des blancs en JPEG. Par balance des blancs, on entend en général température de couleur, mais il y a un autre paramètre qu'on peut modifier en RAW, c'est la valeur de la teinte. Par exemple ici. À la prise de vue, la balance des blancs n'est pas très juste, mais si je la corrige ensuite en corrigeant la température de couleur, je peux avoir un teint de peau pas très juste ici, qui va donner un air un peu malade. Donc pour affiner ma balance des blancs, je vais alors corriger la teinte. Et ça, vous le ferez dans un fichier RAW. Bon, parlons maintenant de la correction du bruit. Comme le bruit, c'est un défaut de signal du capteur, il est possible d'analyser ce signal et de supprimer le bruit. Alors qu'en JPEG, la correction du bruit n'est qu'un algorithme finalement assez basique qui consiste à lisser les couleurs et les luminosités. Vous allez donc pouvoir supprimer le bruit d'une image JPEG, mais beaucoup moins bien qu'une image RAW, et en plus vous allez perdre beaucoup plus de détails dans votre image lors du traitement. Ces différentes étapes sont ce qu'on appelle le développement d'une photo, qui est un traitement distinct de la retouche, qu'on va plutôt faire sur Photoshop. Bon, maintenant parlons un petit peu de logiciel. Première chose, un ordinateur ne sait pas lire un fichier RAW. Vous allez avoir besoin de lire vos images dans un petit navigateur qui est capable de les ouvrir. En général, ce genre de choses se trouve sur le CD qui a été vendu avec votre appareil photo. Mais personnellement, la solution que je préfère, c'est d'installer un codec. En installant ce petit codec qui est gratuit, votre ordinateur reconnaîtra les fichiers RAW comme n'importe quel autre fichier image. Bon, maintenant parlons un petit peu développement. Mais pour ton développement, c'est simple, t'achètes Lightroom. Il coûte seulement 130 €. T'as vu ma Rolex? Alors, la Rolls des logiciels de développement, c'est Lightroom, qui est le petit frère de Photoshop et qui, à l'heure où je vous parle, se trouve dans sa version 5.2. Dans le même genre, vous avez DxO, qui est aussi très bien, et qui est aussi assez cher. Mais je me doute que la plupart d'entre vous n'ont pas le budget pour ça, alors j'ai fait une petite recherche sur Google en tapant les mots-clés RAW Open Source. Du coup, je suis tombé sur quelques petits logiciels, alors je vais pas les tester, je vais me contenter de vous donner les noms. Ils sont gratuits, alors essayez-les et trouvez celui qui vous correspond le mieux. Nous avons donc RAW Therapy. Il y a aussi Darktable. Alors, Darktable, je suis pas sûr qu'il marche sur Windows. Je crois que c'est plutôt pour Linux. Mais regardez, faites-vous une opinion. Ensuite, nous avons RAW Studio. Et sinon, je suis encore tombé sur UFRAW. Celui-là a l'air un petit peu plus roots dans sa présentation, ce qui veut absolument pas dire qu'il fonctionne moins bien. Testez et vous verrez bien. Maintenant que vous savez pourquoi et comment, je vais ajouter une petite chose pour finir. À ceux qui ont peur de s'y mettre, parce qu'ils ont peur que ça leur prenne du temps de maîtriser le logiciel, en fait, non, ça va très vite. Lightroom, j'ai dû mettre 1 heure à peu près à vraiment comprendre comment ça marche, et au bout de quelques jours, on maîtrise l'affaire.
Les autres logiciels ont l'air de fonctionner à peu près sur le même principe. Donc c'est beaucoup plus simple de développer une photo que de la retoucher, que de faire une retouche profonde. Évidemment, on peut passer des heures sur un développement aussi, mais ça se fait quand même beaucoup plus simplement que de la retouche. Donc surtout, n'hésitez pas à y aller, vous verrez la différence après sur vos photos, ça vaut vraiment le coup. En gros, pour se servir de ce genre de logiciel, vous avez une série de curseurs, vous les déplacez et la photo change en direct devant vos yeux, c'est assez instinctif. Personnellement, si je veux faire un traitement rapide d'une photo, je peux le faire en une trentaine de secondes sous Lightroom. Ça va très vite. Et en plus, parfois, vous arriverez peut-être même à rattraper des photos que vous pensiez carrément ratées. Donc allez-y, essayez, ça vaut vraiment le coup. C'était Arnaud Thierry depuis le studio de Poche. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner en cliquant sur le gros bouton rouge qui est là-haut ou sur le petit logo qui est là dans le coin. Pour toute question ou simplement pour suivre l'actualité du studio de Poche, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook. Et c'est tout nouveau aussi sur Twitter. Alors, j'ai pas encore beaucoup de followers, c'est tout neuf et je connais pas trop Twitter, mais je vais essayer d'y mettre régulièrement les actualités du studio de Poche. Donc n'hésitez pas à me suivre là-dessus non plus. Voilà, c'était Arnaud Thierry et surtout, n'oubliez pas, shootez en RAW. Salut à tous et merci de m'avoir rejoint dans cette vidéo, la première d'une série où l'on va voir les bases de la photographie, comment apprendre à mieux maîtriser votre matériel, simplement, sans prise de tête, sans termes trop techniques ni soporifiques. Juste avant ça, je vous rappelle qu'il est important de vous abonner à la chaîne si vous voulez recevoir toute l'actualité vidéo, les vidéos donc mises en ligne, et également les trucs, les astuces pour arriver à mieux maîtriser toutes les dernières technologies. Tout de suite, générique. Comment régler votre appareil photo et faire de jolis clichés, autrement dit, comprendre la base de la photographie en 5 minutes sans se prendre la tête? C'est très simple. L'ingrédient principal qu'a besoin votre appareil photo, c'est la lumière. Ni trop, ni pas assez, juste ce qu'il faut pour avoir une belle photo. Pour ça, il y a les réglages principaux que vous pouvez retrouver sur tous les appareils dignes de ce nom. Mais avant de commencer, tournez d'abord la molette des modes et placez-la sur manuel. Si, je vous assure, vous pouvez le faire, l'appareil ne va pas exploser. Bien, donc... Une fois que vous l'avez fait, pour gérer la lumière, qu'on appelle aussi exposition, il y a 3 petits réglages à connaître. Ces 3 réglages, nous les appellerons le triangle d'exposition. 1. La vitesse, appelée aussi l'obturation. 2. L'ouverture, appelée aussi le diaphragme. 3. La sensibilité ISO, appelée aussi la sensibilité ISO. Le premier réglage, la vitesse, s'exprime en fractions de seconde. Donc 1 dixième, 1 600e, 1 millième, c'est des morceaux d'une seconde. En fait, c'est la vitesse à laquelle s'ouvre un petit rideau qui se trouve juste devant le capteur d'image de votre appareil photo. Imaginez une pièce toute noire avec des rideaux fermés. Si j'ouvre et que je referme ces rideaux tout doucement, je vais faire entrer beaucoup de lumière. Si au contraire je les ouvre et je les ferme très rapidement, je vais faire rentrer très peu de lumière, puisque le temps où mes rideaux seront restés ouverts sera beaucoup plus court. Et bien sur votre appareil photo, c'est pareil. Au plus vous réglez la vitesse rapide, au plus le temps où la lumière entrera sera court et inversement. Du coup, vous allez pouvoir gérer la quantité de lumière qui rentre dans votre appareil par ce premier réglage. Le deuxième réglage, c'est l'ouverture, ou l'ouverture du diaphragme, qui s'exprime en rapport focal. Alors ça fait peur au début, mais vous inquiétez pas, c'est très simple. La petite lettre F, suivie d'un chiffre, c'est ça le rapport focal. Un peu comme le rideau du capteur qu'on vient de voir juste avant, c'est une petite porte ronde qui s'ouvre et se ferme par son centre et qui se situe, elle, directement dans l'objectif. Son but, faire entrer plus ou moins de lumière. Au plus on baisse le chiffre, au plus la porte s'ouvre, au plus la lumière entre. Et dans l'autre sens, au plus on augmente le chiffre, au plus la porte se ferme et forcément, au moins la lumière rentre. Cette petite porte agit aussi sur un autre paramètre qu'on appelle le flou d'arrière-plan et qu'on verra bien plus en détail dans une autre vidéo. Le troisième réglage, c'est la sensibilité ISO. Ce réglage va servir essentiellement dans un cas, celui où vous n'avez pas assez de lumière pour faire une photo bien exposée. C'est-à-dire que vous avez déjà réglé les 2 autres paramètres que nous avons vus juste avant et malgré tout vous n'avez toujours pas assez de lumière. Cette sensibilité ISO, c'est littéralement ce qu'on pourrait appeler un amplificateur de signal. Au plus vous allez augmenter le chiffre qui se trouve à côté du petit sigle ISO, au plus il va booster le signal lumineux de votre appareil photo en essayant de faire ressortir le maximum de lumière de la photo que vous souhaiteriez faire. Bien évidemment, chacun de ces réglages a ses limites. Une vitesse réglée trop lente et vous allez vous retrouver avec une photo totalement floue.
L'ouverture de diaphragme trop refermée ne vous permettra pas d'obtenir une jolie photo artistique telle que vous l'auriez souhaité. Au même titre que une amplification trop forte des ISO va créer du bruit, des petits grains tout pourris sur votre photo, qui va également perdre en netteté et qui sera totalement inexploitable. Voilà pourquoi il n'y a pas un, mais 3 réglages sur lesquels vous allez devoir jongler pour obtenir une belle exposition. Voilà donc les secrets des 3 réglages de base de la photographie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les autres vidéos mises régulièrement en ligne et laisser vos avis, vos questions, vos suggestions dans les commentaires. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Insta ou également sur mon site www.lukem-art.com. Merci à vous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Et bonjour, c'est Olivier d'Image Inside et bienvenue sur ma chaîne Photographie Immobilière. Dans cet épisode, je vous propose de découvrir en détail les secrets d'une technique photo que j'utilise régulièrement au quotidien sur tous mes shootings, c'est le HDR. Le cas typique d'utilisation d'un HDR, c'est quand on a des doubles expositions. Par exemple, derrière moi, vous avez une scène. Une partie de l'image sur la gauche est assez sombre, elle correspond à l'intérieur de la pièce. Et une partie sur la droite, ce que vous voyez à travers la fenêtre, est plutôt surexposée. Dans ce cadre-là, on aurait besoin de 2 expositions différentes pour que notre appareil photo puisse prendre l'ensemble des informations nécessaires à la fois sur la zone extérieure et sur la zone intérieure. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'œil humain, lui, il est beaucoup plus performant qu'un capteur d'appareil photo. Et il arrive facilement et instantanément à faire la mise au point entre l'extérieur et l'intérieur. Un appareil photo ne fonctionne pas comme ça. Il ne peut se focaliser que sur une seule exposition à la fois. Donc il va se concentrer soit sur la partie intérieure, soit sur la partie extérieure. Pour rendre l'image un peu plus réaliste et l'adapter à ce que verrait un œil humain, il faut utiliser des techniques particulières de photo. La technique la plus simple à utiliser dans un cas comme celui-là, c'est le HDR. Il en existe d'autres, j'en parlerai peut-être dans d'autres vidéos, mais ici on va se concentrer sur le HDR parce que le HDR c'est une technique assez simple à mettre en place à la prise de vue, assez simple à utiliser en retouche photo et qui donne des résultats très satisfaisants. C'est la technique la plus adaptée pour être efficace sur le terrain en reportage immobilier. Chapitre 1, qu'est-ce que le HDR? Le HDR, ça signifie High Dynamic Range. Ça veut dire qu'on va prendre une photo avec une plage dynamique étendue, beaucoup plus large, beaucoup plus d'informations que si on prenait une photo classique. Et pour faire cela, il n'y a pas 36 solutions. On va être obligé de prendre plusieurs photos de la même scène avec des expositions différentes. Et ensuite, c'est l'ordinateur qui, grâce à certains logiciels, va pouvoir fusionner les différentes expositions de cette image pour pouvoir équilibrer le dynamisme entre les extérieurs et les intérieurs, les zones claires et les zones sombres. Au final, on aura une image plus équilibrée avec du détail à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, chapitre 2, comment prendre des photos pour faire du HDR. Alors, c'est très simple. Sur des appareils compacts de type expert ou sur les appareils réflexes, on a très souvent une fonctionnalité qui s'appelle le bracketing. Le bracketing nous permet de faire du HDR très facilement. En fait, on va programmer à l'avance les réglages des photos que l'on veut obtenir. Et par un seul déclenchement, on va prendre plusieurs fois la même photo à des expositions différentes. Et ce sont ces photos qui, fusionnées dans un logiciel, vont nous permettre de réaliser notre HDR. Et donc voilà, on s'est rapproché un peu de mon appareil photo. Je vais vous expliquer comment pré-régler votre bracketing et quel réglage utiliser pour réaliser un bon HDR. Donc pour le bracketing, il faut rentrer dans l'option bracketing. Moi, ça se trouve ici. C'est l'option qui contient le plus et le moins. En général, c'est ce petit cycle qu'on retrouve sur l'ensemble des appareils photo. Alors j'ai 3 possibilités, soit une prise de vue manuelle, soit une prise de vue avec retardateur, soit une prise de vue avec télécommande. Et l'utilisation d'une télécommande infrarouge est aussi fortement recommandée, ça nous permet d'éviter les flous
lorsqu'on déclenche l'appareil photo. C'est très important d'avoir un appareil très bien stabilisé, c'est pour ça, jusque-là je ne vous en ai pas parlé, mais le trépied en HDR est essentiel et ultra important pour que votre appareil soit calé et ne bouge absolument pas lors de 5 prises de vue. Donc au niveau des réglages, donc avec ma molette avant, je peux régler le nombre d'images que je vais prendre, soit 5 images par déclenchement, soit 3 images par déclenchement. Et ensuite, je peux régler l'écart de luminosité entre chacune des images. Vous voyez les petits points ici qui me disent à quel écart je me place. Donc si je règle par exemple à 1 EV d'écart, je vais avoir en fait par rapport à ma photo de standard qui est à 0, moins 1, moins 2 et plus 1, plus 2. Si je me mets à 2 EV, je vais avoir moins 4, moins 2, plus 4. Personnellement, le réglage que j'utilise, c'est celui-ci, 5 photos avec 2 EV d'écart. Et lorsque je fais ma fusion à l'ordinateur, comme vous allez le voir tout à l'heure, je n'utilise que 4 de ces photos. En fait, je squeeze dans 99% du temps la photo à plus 4, qui est trop claire, et j'utilise uniquement la moins 4, moins 2, 0, plus 2. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça fait quand je déclenche l'appareil. On voit que l'appareil réalise les 5 photos en un seul déclenchement. Et si je vous montre les résultats, on a donc une photo très claire. Et vous voyez que dans cette photo très claire, j'ai beaucoup d'informations dans la zone qui normalement est sombre dans ma pièce. Par contre, ma partie externe est complètement cramée. Mais ce n'est pas grave parce que les informations de la partie cramée, je vais les récupérer dans les photos intermédiaires. Vous voyez que j'ai déjà un petit peu plus d'informations ici. Et dans les photos sombres. Vous voyez ici, c'est cette photo sombre, exposée à moins 4. Je ne vois plus rien dans la zone sombre de l'image. Par contre, j'ai une zone externe qui est remplie d'informations. Et ça va me permettre, en fusionnant ces 5 photos, d'avoir une photo et une pondération moyenne sur l'image. C'est très efficace. Donc, chapitre 3, la fusion HDR. Alors, on va passer sur l'écran de l'ordinateur dans Lightroom pour vous expliquer comment on fait pour merger, pour fusionner ces photos et ne faire plus qu'une seule photo HDR. Et nous voilà sous Lightroom où on retrouve donc les 5 photos qui sortent de l'appareil qui ont été réalisées par l'option bracketing. On voit donc en premier la photo exposée à 0, moins 2, plus 2, moins 4, plus 4. Personnellement, comme je vous le disais tout à l'heure, je vais utiliser uniquement les 4 premières photos, c'est-à-dire les expositions à 0, moins 2, plus 2, moins 4. J'oublie celle qui est ici. Vous pourriez l'intégrer, voir un petit peu les résultats en fonction de différents tests que vous feriez par rapport à votre capteur et au rendu de vos images. Quelle est la meilleure manière pour vous d'obtenir un HDR efficace? Personnellement, mes tests m'ont amené à n'utiliser que ces 4 photos et j'obtiens un HDR qui est particulièrement intéressant pour moi et qui est très efficace. Donc pour fusionner ces photos, c'est assez simple. On sélectionne les 4 photos qu'on veut fusionner et on va simplement dans l'option fusion, donc qui se trouve dans le menu photo. Donc photo, fusion de photos, fusion HDR. Ou bien, d'une autre manière, clic droit sur l'ensemble des photos, fusion de photos, HDR. La dernière option, CTRL H. Ça vous ouvre donc un petit aperçu ici, aperçu de la fusion HDR. Il calcule une première image d'aperçu. On voit ici qu'on a une image plus équilibrée entre zone claire et zone sombre. Les options qu'on a. Alors, tonalité automatique, ça lui permet de calculer et de régler automatiquement la tonalité sur l'image de sortie. C'est intéressant de le garder. De toute façon, vous pourrez le modifier tout à l'heure. Donc, je garde l'option cochée. Alignement automatique et niveau de correction des décalages. C'est 2 options qui vont vous permettre de recaler les images les unes par rapport aux autres. Ça arrive si on a bougé ou si l'appareil a vibré, je dirais, lors de la prise de vue et que les 4 ou les 5 photos ne sont pas parfaitement alignées. Donc du coup, vous pourrez ici récupérer un niveau de correction des décalages et activer l'alignement automatique. La fusion HDR sera plus lente puisque l'ordinateur va recalculer une position de chacune des images par rapport aux autres pour avoir une fusion parfaite. Dans mon cas, je sais que mes photos ne bougent absolument pas grâce à mon trépied très robuste et à ma télécommande infrarouge. Du coup, je désactive ces options, ce qui me permet d'être beaucoup plus rapide lors de la fusion. Ensuite, on envoie la fusion, c'est tout simple, et on va obtenir, vous allez le voir assez rapidement, une 6e image, qui est en fait l'image fusionnée des 4 précédentes. On la voit ici, elle a déjà un niveau de sortie qui est complètement différent des 4 autres images. On a une zone claire et une zone sombre qui est beaucoup plus équilibrée. Je vais passer en mode développement, ça sera plus simple pour vous montrer. Si j'avais pris une seule photo avec mon appareil, j'aurais obtenu une image comme celle-ci, beaucoup trop sombre en intérieur et déjà presque trop claire en extérieur. Pas du tout dynamique, très peu intéressante et pas du tout valorisante pour la pièce. Donc le HDR, il me donne un résultat beaucoup plus équilibré. J'ai plus de détails dans les zones sombres, nettement plus, et plus de détails dans les zones extérieures. Donc on se rapproche beaucoup plus d'une vision humaine et on a une image qui est beaucoup plus réaliste et beaucoup plus valorisante pour la pièce en question. Ensuite, l'intérêt de travailler en RAW, comme je l'ai fait, c'est que le HDR, c'est-à-dire l'image de sortie, est elle-même un RAW. Vous voyez ici, c'est un DNG.
Donc je peux y appliquer l'ensemble des retouches, notamment la balance des blancs, les corrections d'objectifs, etc. Parce que les informations des images d'origine ont été transmises à cette image finale. Donc première chose à faire, profil de correction, supprimer les aberrations chromatiques et gérer la balance des blancs. Donc je teste moi souvent entre auto et tel quel et je choisis une balance des blancs qui est approximativement entre les deux. Et on va pouvoir venir encore éclairer les zones sombres par rapport aux zones claires et faire quelques retouches qui vont nous permettre d'avoir une image un peu plus percutante. Moi j'aime bien rajouter un peu de contraste, un peu de détail et je vais jouer sur la luminosité. Alors j'ai quand même ici, si j'éclaire bien ma zone intérieure, j'aime bien avoir des images très lumineuses et très blanches. Donc j'estime que voilà, j'ai une exposition qui est pas mal pour ma zone intérieure, mais vous voyez du coup, j'ai encore perdu des informations ici. Alors c'est pas grave, je vais utiliser un outil particulier qui s'appelle le pinceau de retouche et je vais pouvoir appliquer un pinceau de retouche haute lumière en diminuant les hautes lumières à -100, histoire de venir ici enlever l'ensemble des hautes lumières sur la zone extérieure, ce qui va l'assombrir un petit peu, ce qui va donc assombrir la zone extérieure et je vais pouvoir récupérer encore un peu d'informations et rééquilibrer les expositions entre la zone intérieure et la zone extérieure. Alors, je trouve que j'ai encore un petit décalage, donc je vais réduire aussi l'exposition de ma zone pour avoir un équilibrage qui soit, à mon goût, intéressant. Et je vais pouvoir venir encore une fois retoucher mon exposition globale. Voilà, on a une image qui est à peu près correcte, je ne vais pas aller plus loin dans la retouche, c'était juste pour vous montrer la fonction. Mais donc voilà le type de photo de base qu'on peut avoir lorsqu'on prend une seule photo, et voilà le type d'image que j'obtiens avec du HDR. On est quand même dans quelque chose de beaucoup plus intéressant et beaucoup plus valorisant pour de la photo immobilière. Alors voilà, on a découvert dans cet épisode comment on réalise un HDR, comment on réalise la fusion dans Lightroom pour la retouche photo. Je vous propose, avant de nous quitter, un petit bonus, quelques photos avant-après, donc sans HDR et avec HDR, pour voir la différence et ce qu'on peut obtenir en termes de photos percutantes et efficaces dans l'immobilier. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis très vite et à bientôt sur ma chaîne Photographe Immobilier. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des dernières vidéos et des nouveautés que je poste chaque semaine. Allez, salut!